Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre live en direct et ce soir consacré à Docteur No. Pour m'accompagner ce soir, quatre personnes, la cinquième s'étant fait porter pâle, atteinte du Covid, je viens de l'apprendre, Ewen ne pourra pas nous rejoindre ce soir, ou peut-être en cours d'émission, nous verrons bien. Pour m'accompagner ce soir, Pierre Rodiac, que certains internautes ou certains abonnés de la chaîne connaissent, puisqu'il avait participé à notre spécial Jamais plus jamais à travers une vidéo à vie, il y a exactement un an, quasiment jour pour jour. Pierre Rodiac, c'est avant tout le gérant, alias l'un des personnages d'un roman de Raymond Benson, mais c'est aussi le président d'honneur du Club James Bond France et ancien vice-président. Bonsoir Pierre. Bonsoir, non, ancien président. Ancien président, pardon. Nous avons aussi pour Bonsoir. nous accompagner, donc, dans l'ordre des écrans, dans l'ordre de l'affichage, donc, Frédéric Garrigou, que certains connaissent à travers les chroniques bonnes ou mauvaises qu'il nous fait régulièrement, et le vainqueur de la première édition de The Question is Not Enough. Bonsoir Frédéric. Bonsoir tout le monde. Ainsi que pour m'accompagner, Laurent Sieberman, un membre suisse de Planète 007, qui nous avait accompagnés il y a à peu près 7 mois maintenant sur la spéciale L'espion qui m'aimait. Bonsoir Laurent. Et Bonsoir Jean-Jacques, José. un autre visage qui commence à être connu au sein de la chaîne et qui nous avait accompagné notoirement sur la spéciale automobile, en présence de Renaud Roubaudy de Petite Observation Automobile, il y a maintenant de ça un peu plus d'un an et demi maintenant de mémoire. Bonsoir messieurs. Donc spécial Docteur Ah, No ce soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par faire un petit tour rapide de toutes les actualités et je vous demanderai de réagir tous à tour de rôle par rapport à toutes les actualités. Bon, on le sait, actuellement, dans le monde bondien, on est plutôt dans le creux de la vague. Malheureusement, donc, compte tenu des déclarations qu'ont fait Barbara Boccoli et Michael Wilson au British Film Institute à l'occasion d'un repas de gala, on ne doit pas s'attendre vraisemblablement à la mise en production d'un film avant au moins une période de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Pas d'acteur nommé, pas de scénario écrit. On parle visiblement de réinventer le personnage. Nous verrons bien. Comme quoi la prophétie que j'avais édictée au mois de février s'annonce malheureusement une réalité. Je pense que 2022, malgré les 60 ans de la saga, restera malheureusement une année blanche. Euh, Ce qui met hors jeu d'office les rumeurs persistantes qui sont réapparues ces derniers temps du recrutement de Henry Cavill, de Idris Elba, etc. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, messieurs? Personnellement, je suis très Énervé par tout ça. Ça me dépite qu'ils aient perdu comme ça 2 ans. Ils avaient largement le temps de travailler sur un script, de préparer quelque chose, d'avoir quelque chose pour les 60 ans. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage. Et puis, l'inquiétude aussi, c'est la notion de réinvention de Bond, alors que je dirais qu'il y a quand même un consensus pour revenir un petit peu à la recette un peu originelle. Alors bon, certes, toujours avec un peu d'adaptation, mais voilà, c'est énervant, c'est tout. Partage cet énervement. On se dit qu'ils auraient eu le temps depuis le tournage de penser à la suite. Maintenant, je me dis, quel crédit est-ce qu'il faut donner à ce qui a été dit là? Est-ce que c'était des phrases creuses lâchées comme ça en pâture aux journalistes qui ont pressé les producteurs de donner quelques informations? Maintenant, si on part du principe que ce sont vraiment de vraies informations, il va falloir patienter en effet. Et comme Frédéric, je suis un peu inquiet sur la notion de réinventer le personnage. Réinvention forcément quand on pense à la fin de l'ère Craig, mais réinvention dans quel sens? Voilà, ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations et personnellement, je suis un petit peu inquiet. Voilà, sans plus, mais inquiet quand même. Pierre, Jean-Jacques, une réaction? Moi, je viens ben, d'apprendre il y a très peu de temps, là, et c'est vrai que je pense qu'avec le Covid, ils avaient largement le temps de travailler peut-être sur l'avenir de Bond, surtout qu'ils connaissaient la fin, et, il y a de profiter de cette année pour l'anniversaire, de faire quelque chose. Je suis un peu dégoûté quand même. moi, je ne suis pas très surpris. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un Bond en 2022, même si effectivement le tournage du film s'est terminé en 2019.
qu'ils avaient largement le temps de travailler dessus, mais en fait, quand on lit ou qu'on écoute les interviews de Broccoli et Wilson, alors Barbara Broccoli n'arrive pas à se remettre du départ de Daniel Craig, donc pour elle, il va falloir du temps. Donc moi, je ne suis pas surpris. D'autre part, moi, réinventer James Bond, moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'effectivement, dans quelle direction aller, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un consensus sur faut revenir à l'ancien Bond. C'est quoi l'ancien Bond? Le Bond de Moore, le Bond de Connery, c'est pas le même que Lazenby. Donc, c'est quoi revenir à l'ancien? C'est quoi? C'est qui l'ancien? Il y a eu 5 James Bond avant, donc il faut et puis les James Bond qui ont marché ont toujours été les James Bond de leur époque. Oui. C'était des James Bond qui étaient en phase avec l'époque. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, on peut ne pas aimer le Bond de Craig, mais c'est le Bond de son temps, c'est le Bond de son époque. Il a marché très fort. Le Bond de Moore était le Bond de son temps. Les gens disent souvent c'était le Bond de cette période-là. Ça aurait été un autre James Bond, ça n'aurait pas marché. Donc, le prochain, il faudra qu'il soit le Bond de son époque et pas celui d'avant. Si on se dit, je vais revenir au Bond de l'ancien temps, on passe complètement à côté parce que ça ne marchera pas. Bien sûr. Il faut que ce soit le Bond de son temps et réinventer James Bond, pour moi, ça doit passer par là. Ouais, en fait, finalement, si je synthétise ce que tu es en train de dire, le terme réinventer veut tout dire et rien dire à la fois. C'est clair. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut simplement revenir à un Bond plus léger, par exemple. Ça ne veut rien dire non plus. D'accord. Ça n'a pas de sens. C'est quoi le Bond d'aujourd'hui c'est le Bond de demain. C'est en cela que je pense que la phrase lâchée par Barbara Broccoli est une phrase un peu creuse. Je pense que c'est une phrase lâchée comme ça au débeauté qui répondait à une question posée par des journalistes. Il faut simplement patienter et puis voir d'abord, qui seront le ou les scénaristes, qui sera aux commandes du film, quel réalisateur. Je pense que il y aura une indication très forte qui sera prégnante à ce moment-là. Et puis après, évidemment, le choix de l'interprète, mais qui, à mon avis, sera conditionné aussi par ses choix précédents. Donc voilà. Vu sous cet angle-là, je pense que 2 ans, espérons que ça leur laissera le temps de bien mariner. Justement, Laurent, tu me fais une super transition. Tu me fais une super transition, donc puisqu'on parlait de Michael et Barbara Broccoli, puisqu'on parlait du nouvel acteur, donc vous le savez ou peut-être pas, là on fait vraiment dans le people pour le coup, donc les 2 producteurs historiques de la saga Eon ont été décorés donc de la décoration de l'Empire britannique. Je crois que c'est officier ou commandeur, je ne sais plus, je m'intéresse rarement à la presse people, et à cette occasion, donc ils ont été décorés, et ils ont déclaré que le prince William ferait un parfait James Bond. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est simplement un clin d'œil, une plaisanterie, etc. Oui, c'est clair que c'est un clin d'œil. Il faut au moins un acteur, quelqu'un qui ait des compétences. Je ne doute pas de ses compétences physiques, mais bon, arrêtez. Quelqu'un de crédible. Ouais, c'est une mauvaise blague. Il porte bien la Seamaster, on va dire. Ah, peut-être. Il a une Omega Seamaster. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'était une boutade. Alors, si c'est sérieux, ça veut peut-être donner des indications sur le futur James Bond. Non pas sur le prince, mais peut-être sur le style. Mais bon, j'y crois pas, personnellement. Ouais, pareil, je pense que Par rapport à ce que disait Laurent, c'est à mon avis quelque chose qui vient au débeauté, histoire de faire la petite ligne. Créer le buzz. Sympa un peu. Exactement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, est-ce que quelqu'un a vu l'apparition du prince Charles dans Mourir peut attendre? Parce que ça avait été annoncé à grand renfort de presse. Moi, j'ai revu le film dernièrement. Je n'ai pas vu le prince Charles dans le film. Alors, j'ai essayé de regarder notamment la séquence qui se passe, la première des séquences qui se passe au MI6, et qui visiblement a été la séquence qui était tournée lors de la visite du prince Charles. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être pas assez bien regardé. Est-ce qu'on l'aperçoit parmi les membres du MI6 au moment où il y a cette scène où Bond traverse le MI6? Mais je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Donc,
Mais par contre, bon, même s'il n'y a pas d'actualité spécialement cinématographique, donc pas d'acteur, pas de scénariste, pas de réalisateur, pas de date de mise en production, on ne sait pas comment va réagir le PDG d'Ala Jaune, qui, je le rappelle, a quand même mis 9 milliards sur la table, 9 milliards de dollars. L'actualité, par contre, littéraire, elle, par contre, est relativement chargée. Avec donc la sortie d'un nouveau roman de Anthony Horowitz. Pierre, peux-tu me repréciser le titre du film? Je n'arrive pas à me le mémoriser. With a Mind to Kill. D'accord. Et au mois de septembre, la première fois, donc, on aura une espèce de spin-off sous forme de roman qui devrait sortir donc normalement au mois de septembre et qui s'appelle Double or Nothing. Est-ce qu'on en sait, Pierre, un peu plus sur le contenu du roman? De quoi s'agit-il, etc. On ne sait pas grand-chose. Alors déjà, on sait que c'est une femme qui écrit, donc c'est nouveau. À part les romans de Monet Penny, hein, qui ont été écrits comment elle s'appelle, Samantha Weinberg. Il n'y a pas eu de roman de James Bond qui ont été écrits par une femme. Donc Kim Sherwood sera la première femme à écrire un roman de James Bond. On sait que c'est une trilogie, donc il y aura 3 romans, et que en fait James Bond n'est pas le personnage principal. Ce sont des agents 00 qui partent à sa recherche puisqu'il a disparu. On n'en sait pas plus aujourd'hui. D'accord. Et c'est déjà pas mal tout ça au niveau actualité. Donc un roman qui vient de paraître, un spin-off qui va paraître. Bon, côté cinématographique, bon, bah, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être d'ici quelques mois, un documentaire consacré uniquement à la musique mondienne produit par Apple et par MGM. Ça, normalement, c'est dans les tuyaux, c'est en cours. Nous verrons bien. Bref, l'actualité mondienne, bah, honnêtement, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, à se mettre sous la dent. Mais si vous n'êtes pas surpris tous du fait que pour un 60e anniversaire qui aurait dû, à mon sens, être fêté, célébré vraiment de manière extrêmement vive, il y a si peu, enfin que rien pratiquement n'a été prévu. Bien sûr. C'est maigre. Par rapport à ce qui avait été fait, par exemple, pour le 25e anniversaire, à l'époque de la sortie, tu n'y as pas joué. Ouais, moi, je suis complètement stupéfait, vraiment. Et en tant que fan, frustré. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est que, par exemple, dans les autres pays, ils ressortent tous les films au cinéma. Donc, les gens qui n'ont jamais vu un James Bond, enfin, les premiers en tout cas, les gens qui n'ont jamais vu les premiers James Bond au cinéma, ont l'occasion de les voir. Et donc, on voit sur Facebook les gens qui montrent leur billet. Je suis allé voir Docteur No, je ne l'avais jamais vu, Bon baiser de Russie. Enfin, jamais vu dans des conditions cinématographiques. Et ici, en France, rien à ce jour là-dessus. Alors que c'était l'occasion. D'autant plus que pour l'événement dont José reparlera, nous, au départ, on souhaitait, au niveau du Club James Bond, on souhaitait pouvoir diffuser les films et les droits sont bloqués. Ouais. C'est-à-dire que nous n'avons pas en France actuellement la possibilité de diffuser les films de James Bond au cinéma. Ouais, c'est frustrant. En Suisse aussi, je me suis dit, il n'y a rien. Et pourtant, on aurait l'occasion de faire quelque chose, puisqu'il y a quand même beaucoup de lieux emblématiques de la saga qui apparaissent qui apparaissent dans les films. Ça aurait été l'occasion d'organiser un festival. Et en Suisse, c'est la même chose. Mais j'imagine pour les mêmes raisons, pour des questions probablement de droit. Bien sûr, bien sûr. Et je rebondis sur ce que vient de dire un internaute. Il nous précise que pour les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, il n'y a rien qui a été fait. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose d'important pour le 40e anniversaire. Mais je rappelle quand même pour les fans les plus anciens, à l'occasion du 25e anniversaire pour la sortie de Tu n'es pas joué, on avait eu quand même droit à des nouvelles cassettes vidéo. On avait eu le documentaire Happy Anniversary 007, présenté par Roger Moore. Donc déjà, à l'époque, il y avait eu toute une campagne d'affichage avec le 25e anniversaire de James Bond mettant en avant Timothy Dalton, etc. Donc, mais là, c'est vrai que pour les 60 ans de la saga, bah, honnêtement, ouais, c'est vrai que c'est vraiment de la vache maigre. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puisque Pierre en parlait à l'instant, ce qui va nous rassurer à nous les fans, c'est que le Club James Bond France, dont Pierre ce soir est le représentant d'ailleurs, va nous parler de l'événement que nous a concocté le Club James Bond France le 9 octobre à Paris. Et Pierre, je te laisse la parole. Et on diffusera un message vidéo de Jesse Conjad, qui est vice-président du Club James Bond. Alors, le président actuel, Luc Leclèche, on a parlé il y a une semaine. Ouais, c'est ça, hein, oui, c'est ça, ouais, la semaine dernière. Donc, effectivement, on aura un grand événement à Paris, Bon baiser de France.
qui se passera donc dans un bateau. Donc, ça veut dire une croisière sur la Seine pendant toute la journée, en gros de 10h à 18h, avec cocktail, déjeuner et des invités de prestige, hein, puisque alors on va avoir Carole Ashby, qui était dans Dangereusement Vôtre et dans Octopussy, Caroline Munro, qui est dans L'espion qui m'aimait, Martin Beswick, qui est dans deux James Bond, donc Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre, également Michel Berrer, qui était cascadeur dans Moonraker, également donc Olivier Schneider, responsable des combats sur Spectre et responsable des cascades sur No Time to Die. Il y aura également, aidez-moi, Toshiro Suga qui sera là aussi. Toshiro Suga, donc, qui était dans Moonraker, qui jouait Chan. Donc, Martine Beswick. Ouais. Mathilde Bourbin aussi, ouais. Mathilde Bourbin dans No Time to Die, qui jouait donc la mère de Madeleine Swann jeune. Donc une dizaine déjà de personnalités importantes et d'autres à venir. Et donc ça veut dire aussi rencontres, dédicaces, photos et comme disait Luc, le président la semaine dernière, pour ne pas être comme pour les 20 ans, on était très, très pressés, puisqu'on a terminé, puisque j'étais là pour accompagner Caroline Munro pour les dédicaces, etc. On a terminé dans la voiture de Luc, le capot ouvert, à dédicacer les photos pour les fans. Donc là, Luc a dit, on va prendre notre temps pour pouvoir faire tout ça, photos, dédicaces, rencontres, discussions. Et ça, c'est bien aussi. Et parmi... C'est un super truc organisé. C'est un super événement. Ouais. Et parmi les invités, on me signale aussi Richard Samel, qui a joué dans Casino Royale. Ouais. Ah, parfait. Et donc, bon, bah, rendez-vous pris. Hein. Oui, absolument. Et donc, Jesse Conjat, vice-président du Club James Bond France, nous a enregistré un petit message vidéo pour nous synthétiser un petit peu tout ça et expliquer les modalités d'inscription à cet événement. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, vous avez été nombreux la semaine dernière à découvrir en direct, présenté par Luc Leclèche, tous les détails de l'événement qu'on organise le dimanche 9 octobre prochain. L'événement qui se nomme Bon baiser de France, From France with Love. Donc vous avez été très nombreux à vous inscrire parmi les adhérents du Club James Bond France, mais aussi du Club Suisse, du Club Allemand. On a même déjà eu pas mal de demandes d'inscription dans le monde entier. Donc à partir d'aujourd'hui, l'événement est ouvert à tous les fans du monde entier, à tous les fans, que vous soyez membre du Club James Bond ou non, que vous soyez membre de n'importe quel club ou non, vous pouvez participer. Il vous suffit d'aller acheter votre place, votre billet sur notre site jamesbond007.net. Si vous allez dans la boutique, vous retrouverez, c'est le premier article, événement Bon baiser de Paris. Et là, vous pourrez acheter 1, 2, 3 places. On a des gens qui viennent déjà en famille. Ça va être un événement anniversaire très familial. Donc, il va y avoir des gens du monde entier. Ça va être une grosse réunion. Je pense qu'on va vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vous retrouver nombreux parmi les membres de Planète 007 et qu'on puisse célébrer ces 60 ans et les 25 ans du Club James Bond tous ensemble. Je vous dis à bientôt. Merci Jesse pour ce message vidéo. Et là, on va réellement rentrer dans le vif du sujet. Docteur No. Premier film de la saga James Bond qui en compte 25 produits par Eon Productions et 2 indépendants, produits par Orion et par Columbia, respectivement en 1937 et 1983. Docteur No, donc premier film de la saga, il y a maintenant 60 ans. Et avant de rentrer dans les chroniques et les différents débats, je vais rapidement faire un tour de table. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur un film comme Docteur No? Et je donne la parole à Laurent pour commencer. C'est incontestablement le film fondateur. C'était un film aussi novateur. Moi, je le regarde encore régulièrement. Je trouve que c'est un film qui est assez impressionnant parce qu'en réalité, si on regarde l'ensemble de la saga, dès le départ,
le ton était donné. Alors, il s'est affiné de film en film, évidemment. L'interprétation de Sean Connery s'est affinée. Il y a eu d'autres trouvailles qui se sont ajoutées à celle de Dr. No. Mais enfin, on a quand même d'entrée de jeu le gun barrel. On a d'entrée de jeu un générique très stylisé, les femmes qui dansent, le bon thème, on en reparlera tout à l'heure. Les fringues, qui sont quand même un des composants importants aussi de Bond, le style, la classe, les répliques qui claquent, les décors, enfin tout ça, la Bond Girl, la Suissesse, Ursula Andress, je veux dire, d'entrée de jeu, c'est impressionnant, quoi. Vraiment, quand on regarde ce film qui a 60 ans, on se dit, mais bon sang de bonsoir, quelle virtuosité, et c'est pour moi, ça reste donc le film fondateur. C'est pas mon préféré de la saga, mais pourtant, voilà, je le trouve éminemment moderne, visionnaire et remarquable en tout point, parce que même aujourd'hui, s'il a pris un petit coup de vieux, il se regarde encore et toujours avec un plaisir immense. Et tu l'as vu à quel âge? Enfin, combien de temps? Il y a longtemps? La première fois que tu l'as vu? Pardon? La première fois que tu l'as vu, c'était il y a longtemps ou c'est récent? Oh, la première fois que je l'ai vu, ça devait être en 1986, je dirais, peut-être. Oui. Voilà. Donc, c'était une découverte. Moi, j'ai découvert James Bond avec Octopussy au cinéma. Et puis ensuite, avec l'avènement des cassettes vidéo, je me suis fait tout le cursus. Voilà. Bah, justement, puisque tu avais la parole, Jean-Jacques, même question. Quel regard portes-tu, toi, sur Dr. No? Moi, je l'adore parce que bon, je l'ai découvert après les films que j'avais vus. Ils avaient ressorti les 3 premiers. Et moi, je suis beaucoup apprécié. En plus, je me suis mis à lire les romans, donc il est très proche du roman. Je crois que c'est un des plus fidèles. Et c'est vrai que l'ambiance y était, il y avait tout. Et effectivement, il y avait le style, le personnage, le charisme de Sean Connery, la beauté de Ursula Andress. Il y avait tout ce qui fait le charme et la passion pour James Bond. Parce qu'après, ça continuait. Et puis, on les a aussi, Goldfinger, c'était une trilogie fabuleuse. Ed? Je vais redire ce qui a été dit, c'est le film fondateur. Et puis sur un petit côté méta, c'est sympa de se dire qu'il y a juste que Ian Fleming avait dû apprécier l'ouvrage puisqu'il a repris quelques petits éléments pour décrire un petit peu le personnage de Bond. Il reprend Ursula Andress dans le roman Au service secret de Sa Majesté. Ouais, enfin moi je trouve que c'est un film extrêmement bien rythmé, extrêmement bien fait, alors, du moins jusqu'à la partie où on arrive sur l'île, qui est à mon avis après un petit peu plus un petit souci de rythme, mais tout le début, la présentation du personnage, le côté enquête, puis des choses aussi en fait qui sont qui ont été assez exceptionnelles parce qu'on ne l'a pas revu après, mais l'assassinat de Dent par exemple, le côté vraiment tueur, c'est quelque chose qu'on n'a pas revu après, mais je pense que moi, dans l'imaginaire collectif, on garde en fait cette image de Bond qui peut être vraiment un tueur de sang-froid, Ouais. et ça perdure ensuite dans la saga. Donc pour moi, c'est totalement fondateur, et enfin, ils ont vraiment créé un truc avec ce film, vraiment. C'est une petite révolution du cinéma. Pierre? Alors, moi, Dr. No, déjà, j'y suis attaché d'une manière un peu particulière. Je l'ai vu au cinéma, j'ai vu tous les James Bond au cinéma, hein, mais pas forcément lors de leur sortie, mais c'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma. Quand je suis allé le voir, donc c'était été 1973 à l'époque, hein, c'était les sorties estivales, c'est-à-dire que l'été, on ressortait les classiques, les vieux films, etc. Donc, on pouvait aller voir, on pouvait découvrir Les Sept Mercenaires, Une fois dans l'Ouest, des films comme ça. Et ils sortaient toujours les James Bond. Donc, c'est le premier James Bond que j'ai vu. Et c'est aussi le premier film que j'ai pu aller voir tout seul, sans mes parents. Avant, j'allais toujours au cinéma avec mes parents. Et ce jour-là, mes parents m'ont donné un billet. Ils m'ont dit, allez, tu vas au cinéma, tu vas voir James Bond. Et donc, je suis allé voir, c'était mon premier film de James Bond et mon premier film tout seul, sans mes parents. Donc là, j'étais super fier. Donc, ce film est important pour moi. Bon, j'avais lu déjà tous les romans. Hein. Moi, j'étais fan des romans avant de voir mon premier James Bond. Donc, j'ai un attachement particulier à ça parce que je suis sorti du film, j'étais tout fou, j'étais émerveillé, etc.
Et effectivement, alors, il y a des trucs, il y a des côtés qui ont vieilli. Alors, c'est vrai, quand on voit le gadget, le compteur Gégère, ça nous fait toujours un peu rire. Mais au niveau du style, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, au niveau du personnage, l'introduction du personnage au départ, qui est une scène qui n'est pas du tout une scène qui a été écrite par Fleming, mais qui était une manière d'introduire James Bond sans montrer son visage, uniquement ses mains, puis après de dos, puis face à Sylvia Trench. Cette manière de le présenter, c'est absolument, c'est génial, quoi. Et il y a un ton, il y a un style, il y a une patine. Alors effectivement, la musique de Monty Norman, à part les musiques un peu caraïbènes, tout ça, la musique un peu vieillie, ce qui n'a pas été en fait arrangé par John Barry, on en reparlera tout à l'heure, mais après un coup de vieux. Mais sinon, le film, voilà, il a encore de l'allure et il se laisse voir encore et il s'apprécie. Et l'apparition d'Ursula Andress, ça reste quelque chose. Oui. On va l'évoquer aussi. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai toujours trouvé, bon après, c'est un point de vue qui m'est personnel, je trouve que paradoxalement, Dr No qui est sorti avant, fait moins daté dans son époque que par exemple Bon Baiser de Russie. Bon Baiser de Russie, je sais pas, il y a quelque chose qui le fait profondément daté dans son époque. Il y a quelque chose qui m'a toujours gêné. Bon Baiser de Russie aujourd'hui fait vraiment vieillot, ce qui n'est pas le cas de Dr No. Dr No, il y a un côté très intemporel. Peut-être est-ce dû aux Caraïbes, etc. Je pense que c'est ça. Moi, Bon Baiser de Russie, c'est peut-être c'est mon Sean Connery préféré. Et pour moi, Bon Baiser de Russie, c'est le film, le Bond qu'aurait pu faire Hitchcock. Et, oui, ouais. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Encore. Moi, j'adore cette ambiance-là. L'ambiance espionnage, aller voler le lecteur, tout ça. Moi, Bon Baiser de Russie, ça fait partie de mes préférés. C'est daté pour vous aussi. C'est vraiment l'époque de la guerre froide. Dr No, tu pourrais quasiment le refaire aujourd'hui, en fait. Bien sûr, regarder la même histoire et la refaire aujourd'hui à l'époque actuelle. Bien sûr. Et justement, puisque Pierre, tu parlais tout à l'heure donc de la musique de Monty Norman et des arrangements de John Barry, avant de lancer la séquence que nous a concoctée Géo et qui va nous parler du James Bond thème, selon vous, et ça c'est une question, en un mot, une réponse, selon vous, qui a la paternité, qui a apporté vraiment son essence au Bond thème, Monty Norman ou John Barry? Fred? Barry. Pierre? Alors, la justice a tranché. Oui, bien sûr. C'est Monty Norman, mais pour moi, c'est John Barry. Jean-Jacques? Moi, je pense que c'est Barry. Et Laurent? John Barry. Donc voilà, malgré ce que la justice a dit, quand même, pour les fans, c'est quand même John Barry qui est à l'origine vraiment de la sonorité typique du James Bond theme, même si l'apport de Monty Norman est indéniable, on ne va pas le nier, on ne va pas s'attirer les foudres des ayants droit de Monty Norman, même s'il est toujours vivant, et c'est très très intéressant, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même pour moi représentatif, c'est que John Barry a quand même après ça composé la bande originale de 11 James Bond. Et justement, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais Géo va nous parler maintenant du James Bond theme. A tout de suite. Hello, hello, c'est Géo. Aujourd'hui, on envoie du lourd parce qu'on va parler du Bond theme. Remettons-nous dans le contexte. Automne 1961. Cubby Broccoli et Harry Saltzman, les fameux producteurs, proposent à Monty Norman, chanteur mais aussi auteur-compositeur à succès, de composer la bande originale de leur prochain film portant sur les aventures d'un agent secret globetrotter. Norman et sa femme sont alors invités à rejoindre l'équipe de tournage en Jamaïque, tout frais payé. La plus grosse mission pour Monty Norman, écrire le thème principal du film. Et que c'en soit un bon, parce que les producteurs prévoient de faire 2 films ainsi qu'une série télévisée. Ça servirait de générique. Mais le problème, c'est que Norman a du mal à le composer, ce super thème. Il y pense avant de décoller pour la Jamaïque en janvier 62. Il y pense pendant son séjour à Kingston où il écrit quelques morceaux inspirés de l'ambiance jamaïcaine. Et il y pense à son retour à Londres après y avoir passé un mois là-bas. Mais toujours pas de thème. Alors à l'époque, il y a bien une première composition que Norman aurait pu voir comme thème principal. Mais d'après ses dires, j'aimais bien. Mais cela ne représentait pas assez l'ambiance du film, ou même le personnage de Bond lui-même. J'ai pensé que je pouvais faire mieux. Écoutons plutôt.
Ah bah tu m'étonnes qu'il aurait pu faire mieux. Non mais vous imaginez si le bon thème ça avait été ça? Non mais c'est pas mal. On imagine bien un petit chat espiègle qui marche sur un muret. Au final, on n'est pas très loin de la démarche féline de Sean Connery. Certes, ce n'est que la deuxième BO de Norman, lui qui est à la base chanteur et compositeur de chansons à texte. Mais si on avait gardé ça pour le bon thème, pas sûr que la saga aurait eu la même longévité qu'aujourd'hui. Les mois s'enchaînent, et les sessions d'enregistrement sont prévues pour juin 1962. Norman repense alors aux anciens morceaux qu'il a composés par le passé, mais qui n'ont pas été utilisés. Il ressort alors Bad Sign, Good Sign, une composition pour une adaptation du roman de V.S. Naipaul, A House for Mr. Biswas, qui fut abandonné. Écoutez bien. I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. Pundits all agree that I'm the reason why my father... Eh oui, vous avez bien entendu. Cette composition date de 1961, soit à peu près un an avant l'enregistrement du James Bond theme. Et pourtant, on entend très bien le dam didi dam 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 didi dam dam. Certes, un petit peu en version Bollywood. Norman arrange donc ce riff et sort une première version du Bond theme à base de bongo et de guitare électrique. À la première écoute, les producteurs, le réalisateur, le monteur et même Norman lui-même sont tous d'accord pour dire que le morceau doit être remanié. C'est alors qu'un jeune et talentueux producteur-arrangeur de musique pop, l'un des plus prisés à l'époque, rentre en jeu. John Barry. Il est appelé en sa qualité d'arrangeur et va retravailler la quasi-totalité des éléments de la version originale. Pour ce faire, il s'inspira d'une de ses compositions, le morceau Bee's Knees, composé en 1958. Et voilà, le James Bond theme est né. En découlera alors la guerre de la paternité du James Bond theme. Alors, il y a les pro-Barry et les pro-Norman, qui revendiquent pour l'un et pour l'autre la paternité du James Bond theme. Et les deux parties ont des arguments recevables. Mais pour tenter de mieux comprendre qui a fait quoi, nous allons décomposer le James Bond theme en différentes parties. D'abord, les chromatiques. Qui sont reprises de très nombreuses fois dans les thèmes bondiens. Et il y a le contre-champ qui répond à ces chromatiques. Puis le fameux dam didi dam dam. Peut-être la pièce la plus emblématique du bon thème. On peut aussi parler du thème jazzy. Tout aussi reconnaissable et très utilisé dans les films dès que Bond réussit une action. Et enfin, le pont jazzy. Avec bien entendu son break final. Que l'on peut entendre pour introduire quasiment tous les gun barrels. On peut encore parler de la conclusion du morceau avec ce fameux accord de guitare qui résonne. On l'a entendu, Norman est clairement le créateur du mythique Dum Didi Dum Dum, interprété à la guitare électrique. Mais on peut penser que Barry est à l'initiative de tout le reste, à savoir la ligne de basse chromatique, le contre-champ ou encore les ponts de jazz. On peut écouter Bad Sign, Good Sign d'un côté ou Bee's Knees de l'autre. Il y a du pompage dans les deux morceaux. Et en parlant de pompage, j'ai peut-être oublié un élément très important. Est-ce que vous connaissez la chanson Nightmare d'Artie Shaw ? Cette chanson est sortie en 1938. Écoutons-en un extrait. Tiens,
ça me dit quelque chose. Et oui, on en parle peu, mais Norman aurait été condamné en 1962 à verser pour dommages et intérêts 45 000 $ à Artie Shaw pour avoir pompé son œuvre. Ça casse un peu sa légitimité, non? En revanche, ça peut peut-être prouver que Norman serait bien à l'origine des chromatiques bondiennes, plutôt que John Barry. Cependant, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu de la grande implication de John Barry dans le James Bond thème, je vous conseille d'écouter ça. Ça sonne quand même très bon thème, ça. Et on est 2 ans avant la première écriture du James Bond thème de Norman. On a quand même tout de la superbe combinaison jazzy et rock que nous propose le James Bond thème, à savoir le côté grave, le thème sombre, les coups de baguette sur la ride, ou encore les cuivres tonitruants. Et si vous voulez savoir le gros point commun entre Beat Girl et le James Bond thème, c'est la guitare twangy interprétée dans les 2 morceaux par Dick Flick. Et oui, c'est lui, Monsieur Solo. Il a un son de guitare très incisif et on le reconnaît dans les 2 morceaux. Norman a dit « Ce dont j'avais besoin, c'était d'un orchestrateur pop. Je savais que cela aiderait le film si le thème était le plus contemporain possible. » Il insista ensuite avec son orchestrateur Burt Rhodes pour dire que tous les thèmes essentiels étaient déjà présents avant que Barry ne réalise l'arrangement. Rhodes dit d'ailleurs que c'est lui qui a rajouté les harmonies et le contre-champ à la version originale de Norman avant que Barry ne la prenne en main. Au final, Norman reconnaît que, quels que soient les différends que nous avons eus avec John Barry, son orchestration est l'orchestration finale. Personne n'aurait fait mieux que lui. Barry, lui, a commencé dans les années 70 à faire allusion, ou plutôt à ne plus discréditer les rumeurs comme quoi il était le vrai créateur du Bond thème. Si ce n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais eu à composer toutes ces autres bandes originales, a-t-il dit en 1992. Donc, verdict, qui est le papa? Il y aura bien entendu une bataille juridique qui tranchera sur la question, mais j'en reparlerai une prochaine fois. Personnellement, j'aime bien le résumé de Dick Flick. Le bon thème, c'est un mélange entre le talent de Norman, le talent de Barry et le mien. Quand tu entends ça, tu sais que ça vient d'un film de James Bond. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a tant à dire sur le James Bond thème qu'on pourra en parler une prochaine fois. Mais pour l'heure, je vous dis à très bientôt. Ciao!